En fait, les gens, si tu veux, vont t'entendre parler, et l'idée, c'est qu'ils essayent eux-mêmes de découvrir, de deviner, en fait, quelles sont tes dominantes astrologiques. Sachant que le thème de Mhm. l'atelier, c'est Neptune, c'est les poissons, et que donc, forcément, on va aller gratter un peu ton thème après pendant l'atelier pour essayer de comprendre où est-ce que se trouve Neptune, les poissons, enfin, en quoi est-ce que t'es neptunien, finalement. Donc D'accord. voilà. Et moi, ce que j'ai trouvé en fait chez toi, c'est que ton parcours était on ne peut plus neptunien. Mhm. Donc peut-être ça pourrait être intéressant de revenir sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené aussi en Ouais. Jamaïque et puis le lien en fait de ce que tu as vécu en Jamaïque avec ton parcours. Enfin voilà, je te laisse un peu répondre comme tu sens. D'accord. Donc, je te fais une présentation un peu générale de mon parcours. Comme tu veux, ouais. Ok. Par quoi commencer? Euh, alors, donc, mon parcours, bon, ben, je pense, un peu normal, chanceuse même, on va dire, parce que bah, j'avais tout ce qu'il me fallait pour grandir, des parents aimants, des amis, l'école. Et puis j'avais une super maison de vacances, je pouvais aller me ressourcer à l'océan. Bref, j'avais vraiment une très très belle enfance, l'adolescence forcément un peu plus mouvementée. Euh, et, euh, et c'est là où j'ai commencé à me poser des sérieuses questions existentielles, on va dire, vers l'âge de 16, 17, 18 ans. Qu'est-ce que je fais ici? Mm. Pourquoi? Comment? Pourquoi ça va pas à l'intérieur? Tout ça. Alors, je pense que c'est pas que le profil neptunien Ouais. qui est disposé à ce genre de questions, mais moi, c'est à cet âge-là que c'est apparu. Et alors, peut-être que tu vas me confirmer s'il y a un lien, mais moi, ce mal-être, il s'est traduit, par exemple, par la fête, les boissons alcoolisées. Je Mm. crois que le Neptunien a des tendances aux addictions et Ouais. à tout ça. Mhm. Euh, bah, ouais, donc moi, ça a pu passer par ce genre-là. Pas, ouais, la fête, l'alcool, tout Mhm. ça. Oui, c'est ça, c'est des recherches un peu d'échappatoire Ouais. vis-à-vis de la réalité, on pourrait dire ça comme ça. Mhm. Ouais, C'est un peu tout à effectivement, fait, ouais. c'est un peu typique ouais, du profil neptunien, en effet. Enfin, je crois. C'est toi qui vas nous dire Ouais. parce que. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, c'est là où j'ai commencé à chercher par moi-même des réponses à ces questions que je me posais. Mhm. Et ça m'a amené au rayon spiritualité de la librairie. Donc Voilà. Donc, t'es c'est. passé de l'alcool au rayon spiritualité. Ouais. Sachant que j'aimais pas vraiment lire à l'école, j'étais très bon à l'école, mais la lecture, les livres qu'on me donnait à lire, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Mhm. Donc les premiers vrais livres dans lesquels je me suis plongé, c'était les paroles du Bouddha, le livre des morts tibétains, le yoga cachemirien, voilà. Ça, c'était vraiment ma porte d'entrée vers tout un autre monde Mhm. qui m'a passionné. Donc cette recherche des profondeurs, de- d'identité, euh, qu'est-ce que je recherchais aussi à travers ça, de l'apaisement, de la joie intérieure, de la connaissance. Mhm. Je cherchais euh, ouais, même le divin, on peut dire. Mhm. Ce qui était raconté dans ce livre, ça me fascinait tellement que j'étais dans une quête immense de satisfaction, de divin, ouais, de connaissance, Mhm. d'amour au sens très vaste. Mhm. Ok. Et comment ça se manifestait Voilà, donc ça c'est vraiment mon début de parcours. Ouais. pardon, ouais, dans ton quotidien, du coup, ça fait que tes activités entre guillemets classiques, tu les continuais à côté de cette recherche-là. Comment tu faisais pour lier les deux en fait, ta vie entre guillemets normale et puis cette ouverture Ouais. sur le cosmos quoi. Ouais. Alors au début c'était vraiment
par petites pointes, par petites étincelles, par petites étoiles. C'était pas d'emblée le cosmos qui a pris tout l'espace de ma vie. Mais c'était mes petites lumières qui, petit à petit, ont commencé à peupler un beau ciel nocturne. Et alors, ça a commencé par peut-être des rencontres, le fait de m'ouvrir à d'autres choses. J'ai pu rencontrer d'autres univers, donc ça a ouvert en quelque sorte d'autres perspectives de rencontres, d'opportunités, notamment sur cette maison de vacances dont j'ai parlé, un très très bon ami qui a commencé à parler de spiritualité aussi. Enfin, c'était vraiment une rencontre autour de ça. Il vivait très proche de la nature, c'est lui qui m'a ouvert au végétarisme, à une vie un peu alternative, à la musique. Ouais, c'était vraiment un autre mode de fonctionnement, et je me suis dit, ouais, ok, donc, ça existe, des façons de vivre qui me conviennent mieux, parce que à l'école, c'était... j'aurais pu faire plein de choses, mais il n'y avait rien qui me semblait me nourrir vraiment. Ni métier, famille, tout ça, finalement, je sentais que ça n'allait pas me combler dans la vie. Mais par contre, là, cette nouvelle rencontre, cet ami m'ouvrait de nouvelles perspectives et me permettait de voir que là, ça peut être intéressant. Voilà, et donc des rencontres, la pratique, donc ça m'a aussi amené à commencer à pratiquer un petit peu la méditation. J'ai commencé par ça. Donc je me souviens, je faisais très simple, j'avais une pile de bande dessinée que je posais sur le sol et je m'asseyais dessus. C'était mon coussin de méditation, mon premier coussin de méditation, c'était une pile de bande dessinée. Donc ça, c'est pour dire aussi qu'il n'y a pas d'excuse de position, de ne pas savoir comment ou quoi, comment. Si on veut, on peut se débrouiller pour trouver quelque chose pour pratiquer. Donc ça, c'était et j'ai commencé à pratiquer une demi-heure le soir. Et puis après, j'ai rajouté une demi-heure le matin, et puis après une demi-heure entre midi et 2, et puis après c'était plus une demi-heure, c'était un quart d'heure, et puis après c'était 1 heure. Donc c'était vraiment petit à petit que ça a commencé à prendre beaucoup plus de place. Donc les rencontres, la pratique, les concerts aussi. Je suis un grand passionné de reggae, de toute la culture caribéenne, et j'allais à peu près dans dans tous les concerts de reggae que je pouvais, les grandes légendes, les papis du reggae, j'allais les voir ou qui passent. Donc ça, c'était vraiment des points très brillants. Voilà, le temps d'une soirée qui m'ouvrait à autre chose et qui me nourrissait vraiment. Mais c'était difficile quand même de lier les deux mondes. Oui, il y avait d'un côté la vie quotidienne, l'école ou les études, la fac, la famille, les amis, qui n'étaient pas du tout dans mon univers. Oui. Et puis cette nouvelle perspective, spiritualité, musique, vie alternative, qui me nourrissait beaucoup plus. Mais les deux étaient vraiment difficiles à concilier, et ça m'a amené à une grande intériorisation, vraiment une grande fermeture de l'extérieur. Je vivais beaucoup que pour ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça, je pense que ça peut aussi faire partie du profil neptunien, de cette sorte de grand repli sur soi et d'introspection, et qui peut faire un peu peur aussi, parce que c'est très fermé à l'extérieur. Voilà, c'était une phase où c'était difficile pour moi d'être ouvert. Et du coup, il y avait, j'imagine, un contraste entre ce que tu ressentais dans la vie entre guillemets réelle, enfin le réel tel qu'on le partage en tout cas ici, et toi tes vécus intérieurs. Ça devait être au niveau juste sensoriel même, ça devait être complètement différent. Ouais, vraiment
différent. Et tout l'enjeu du parcours, je pense, c'est d'arriver à concilier ces deux. Ouais. En fait, c'est presque le travail depuis 20 années qui ont suivi. Mm. Ça a été de concilier ces deux mondes. Donc, comme tu dis, des sensations très différentes. Pour, pour être franc, ça a commencé par un rejet complet, un moment du monde. Ouais. Par exemple, je pouvais plus. J'étais dans des études d'informatique et à un moment où j'ai fait un gros break, je ne pouvais plus toucher un ordinateur. Euh, C'était ce genre de scission. C'est pendant longtemps, des mois, des années, l'ordinateur c'était compliqué. Ouais. Et pour après ce qui s'est passé, là il y a comme une réconciliation entre les deux mondes. Par exemple, je développe des sites internet sur le yoga, je développe une application avec plein de belles idées sur le yoga. Ces deux mondes ont finalement pu se réconcilier et cohabiter. Mais ça a commencé par une grande séparation, une grande dualité entre les deux. Voilà. Ça me fait penser à un moment dans ton livre, il y a ces passages qui sont, je trouve, super bien écrits. Et on va avoir tout un paragraphe sur. Enfin, il y a une forme t'essayes de montrer la dualité en fait. D'un côté, il va y avoir par exemple, tu vas faire tout un paragraphe sur l'angoisse, puis après, on a tout un paragraphe sur la joie, le presque euphorique en fait que tu pouvais ressentir à l'intérieur. Et je trouve ça super bien écrit. Et on perçoit vraiment les deux mondes en fait, les deux manières de vivre. Ces ressentis-là. Alors je sais pas si c'est effectivement ça que tu essayais de pointer du doigt, mais en tout cas ça me fait penser à ça et je trouvais ça vraiment très très bien écrit. Et universel en fait, parce que je pense que c'est quelque chose à un moment donné de notre vie, qu'on soit entre guillemets neptunien ou pas, on est tous amenés à ressentir un petit peu cette forme de dualité-là, quoi. Et qu'est-ce qu'on en fait finalement? Je crois que c'est aussi ça la force du profil neptunien, c'est qu'est-ce que t'en fais après concrètement dans ton incarnation, quoi. Voilà. Donc la première chose que moi j'ai faite, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, c'est essayer de saisir et de m'accrocher à certaines choses et rejeter d'autres, comme j'ai dit, rejeter l'informatique et saisir d'autres choses. Donc ça, c'est en général la réaction qu'on a vis-à-vis de la dualité, c'est saisir, rejet. Alors, ce que j'ai essayé de montrer du doigt dans le chapitre dont tu parles, je pense, dans le livre, c'est le mouvement. C'est un peu comme une météo. Tous ces états-là, ils sont transitoires. Il y a des nuages, il y a la pluie, il y a le soleil, il y a d'autres choses, il y a l'arc-en-ciel, il y a le chaud, il y a le froid. Tout ça, c'est des choses qui sont transitoires. Mais il y a des choses qui nous parlent plus que d'autres, du fait de nos conditionnements peut-être, de nos personnalités. On va préférer la pluie au beau temps, on va préférer le ciel bleu aux nuages. Donc j'étais un peu dans ce mode-là. J'aime pas les nuages. Évidemment, c'est pas possible. Donc c'est ce que j'ai appris tout au long de mon parcours, c'est comment éviter de saisir ou de rejeter, mais d'accueillir et d'embrasser tous les états et de leur permettre d'évoluer, de se transformer, du mouvement. En fait, c'est ça. C'est et tout ça à bouger et ne pas stagner. La souffrance, la douleur, elle vient quand on cherche à figer, à stagner, à s'accrocher, il était trop bien ce concert de reggae, je veux rester là pour toute ma vie et évidemment c'est pas possible, donc c'est compliqué le lendemain matin de retourner à l'école. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Oui, c'est un peu l'éternelle gueule de bois finalement après les états. J'étais dans ces états-là, ouais. Ok, ben merci pour le résumé, parce que ça fait du bien de se replonger un petit peu dans justement d'où tu viens et comment t'en es arrivé là où tu es aujourd'hui. Et donc justement, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Parce que là, tu reviens d'un mois en Jamaïque. Comment ça s'est passé? Puis peut-être aussi pourquoi est-ce que tu es allé là-bas? Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer? D'accord. Donc c'est... Ouais. Comme j'ai dit, le reggae, c'était vraiment une passion, toute cette culture, c'était quand on les écoute, alors là où j'en étais, parce que j'ai beaucoup plus étudié maintenant et j'ai beaucoup plus de recul, mais là où j'en étais, c'était des paroles qui parlaient d'amour, de paix, de réconciliation entre les peuples, mais ça parlait aussi de spiritualité, de méditation. Enfin, vraiment, je me retrouvais complètement dans le message qui était véhiculé par le reggae. Et jusqu'à ce que j'ai des amis qui me proposent d'aller là-bas. C'était quand j'avais 26 ans, il y a en 2012. Donc c'était comme un
rêve qui devenait concret, qui se matérialisait, ouais, qui prenait forme dans la vie réelle, dans le quotidien. Et ça, c'est vraiment intéressant que les rêves, finalement, c'est pas que des rêves. Parfois, ça se manifeste. Alors, ça a un peu figé. Oui, c'est bon, c'est revenu. Oui. Donc, ces rêves qui se manifestent, j'ai l'opportunité d'aller en Jamaïque et de passer un mois là-bas. C'était vraiment une expérience très très forte parce que le mot qui décrit mieux mon expérience là-bas, c'était je me sentais chez moi, at home. J'ai pas trouvé d'équivalent en français pour at home. Home, c'est beau là-bas. C'est parce que c'est pas vraiment à la maison, c'est Ouais, c'est chez soi. Mhm. C'est chez soi. Et je me retrouvais avec des gens qui avaient la même culture que moi, la même couleur de peau, les mêmes cheveux, qui pensaient comme moi, qui écoutaient la même musique. Je me sentais vraiment enfin reconnu, accueilli, accepté et tel que j'étais. Et ça, c'était une pratique en tant que telle, de se sentir accueilli tel que j'étais, comme j'étais. Ouais, c'était vraiment très fort pour moi de me retrouver dans cet univers-là. Donc, beaucoup d'expériences là-bas. Et après, le retour a été très difficile. Comme tu dis, une gueule de bois de plusieurs années, je pense. Et jusqu'à ce que, plein de choses dans la vie font que, ok, je décide, j'ai envie d'y retourner. Et ça, c'était, je suis revenu de ce voyage hier, donc c'est tout frais. Je peux vous en parler vraiment. Je ne vais pas vous en parler en détail parce que c'est trop. C'est hyper intime, forcément. C'est tout frais. Ça nécessite, je ne sais pas ce que ça nécessite, mais je pense que je vais écrire la suite ou peut-être un nouveau livre sur cette expérience. Super. Vous pourrez en découvrir beaucoup de choses. Ce qui s'est passé, alors, je sais que les Neptuniens sont liés au rêve, au monde du rêve. Et c'est quelque chose qui m'est apparu au début de ma pratique, une grande affinité avec les rêves et avec ce monde onirique. Et par exemple, une expérience assez forte que j'ai faite avec la Jamaïque, avec la culture caribéenne, c'était j'avais l'habitude de reconnaître que j'étais en train de rêver. Ça, c'était avant mon premier voyage. J'avais l'habitude de travailler beaucoup sur mes rêves jusqu'à ce qu'un jour, dans un rêve, je me vois dans un miroir. Et c'est pas mon reflet que je vois, c'est je vois dans un premier temps mon reflet. Et ensuite, c'est comme si je me séparais en deux et je me vois parler à un homme africain, enfin un homme, c'est pas vraiment africain, donc caribéen, mais à l'époque je le savais pas, avec lequel je parle dans ce miroir, dans le rêve. Je sais pas ce qu'on se dit, mais je me réveille avec ça, ça me marque, c'est assez marquant comme expérience. Et finalement, je me retrouve là-bas en Jamaïque à rencontrer cet homme en vrai. C'était, j'ai reconnu directement, on a parlé de plein de choses. C'était un ami de la personne chez qui j'étais. Il venait de temps en temps me voir et on avait des discussions. La première fois où il est venu me voir, la nuit même, on a parlé un peu des rêves. Il m'a dit oui, bien sûr, chez nous aussi on pratique les rêves, mais il était un peu élusif sur le sujet. Et puis, en fait, la nuit même, je rêve de quelque chose de très fort avec lui. Il me donne un super enseignement dans ce rêve. Et puis, donc voilà. Et c'est juste un exemple comme ça. Et là, dans mon voyage, parce que c'est chez cet homme-là que j'ai passé un mois complet où je suis allé immerger chez cet homme que j'avais donc déjà vu dans un rêve, un premier voyage en Jamaïque. Et là, j'ai passé un mois complet avec lui. Et quand je lui ai raconté, par exemple, ce rêve de la première fois où je l'ai rencontré en vrai, et je lui ai raconté ce qu'il me disait, et il me disait « Ah, mais c'était un rêve, je croyais que je te l'avais dit en vrai. » Donc il y avait une vraie...
quelque chose de très, très fort. Donc j'ai passé un mois avec cet homme où ça balayait vraiment l'ensemble du spectre, donc les rêves dont je viens de parler, mais le, le jardin, les fruits, la cuisine, cuisiner, la façon de là-bas, le solaire, parce que évidemment la Caraïbe c'est un lieu où il y a beaucoup de soleil, donc Euh, ouais. tu étais en train de Ok. parler des activités que vous avez fait sur le mois. Tu parlais du soleil et Voilà. ça a figé. Ouais. Donc le soleil, le jardin, le langage aussi. Ouais. Comme là-bas ils parlent, c'est pas vraiment de l'anglais, c'est une forme de patois. Ouais. Donc le patois il a un peu double utilité. Soit c'est fait pour que on puisse rien comprendre. Donc c'était vraiment une façon de communiquer entre esclaves ou entre autres pour que le message ne soit pas entendu par d'autres personnes. C'est aussi une façon de communiquer pour se comprendre au maximum D'accord. entre gens parce qu'il y a des gens de tous les univers qui arrivent et finalement il y a des mots qui sont si communs qu'on s'en sert. Enfin, c'est vraiment comme deux musiciens qui s'accordent, mettre d'accord sur les mots qu'on utilise, sur sur le lexique, le vocabulaire, oui. Sur les sens des mots, on avait régulièrement un dictionnaire en lambeaux qui datait des années, mais on n'en fait plus des comme ça. Il était magique avec des définitions de l'espace qui nous emmenaient dans des voyages incroyables. Donc voilà, le langage c'était vraiment extrêmement important. On parle presque en langue des oiseaux. Je ne sais pas si tu es familière avec la langue des oiseaux. Si, un peu, ouais. Ouais. On a étudié, alors je vais y revenir, mais c'est par exemple, je vais prendre un exemple très spécifique par rapport aux langues des oiseaux. En fait, la tradition caribéenne, donc celle que j'ai étudiée avec cet homme-là, avec cet ami, c'est très lié aux orishas. Donc les orishas, c'est une culture animiste. Donc ça, c'est vraiment la culture que j'ai approfondi, exploré là-bas, c'est la culture animiste, c'est-à-dire que tout est vivant, tout a de la conscience, tout a un esprit, les plantes, les minéraux, les animaux, mais même les objets, même tout ça, tout est animé, tout est vivant. Et c'est comment communiquer, comment établir une relation, comment jouer de la musique, comment danser avec ce monde du vivant. Et ensuite, donc ça c'est vraiment la culture animiste. Il y a des grandes familles ou des grands esprits, on va dire, avec lesquels on travaille, ou avec lesquels on va contempler. C'est pas du tout de l'adoration, du rituel automatique. C'est vraiment une contemplation des grandes forces de la nature. Et il y a trois grandes, il y a trois, on va dire, forces majeures. Il y en a une qu'on va appeler Ogun. Ogun, dans langue des oiseaux, pour me faire comprendre ce que c'était Ogun. Ogun. Et de la deuxième partie, on voit bien le gun, à quoi ça peut faire référence en anglais. Donc simplement par le mot, je savais à quoi c'était lié. C'est effectivement l'esprit qui est lié à la montagne, au métal, aux armes, mais à tous les instruments, à tous les forgerons, mais aussi à la médecine. Ogun, le terme même veut dire médecin. Mais c'est la médecine dans laquelle on va plutôt se servir d'instruments comme la chirurgie, le bistouri, tout ça, c'est Ogun. Donc soit c'est une arme qui va tuer, soit c'est une arme qui va soigner. C'est pour dire que c'est pas du tout manichéen, c'est pas le dieu de la race, c'est le dieu de la guerre, c'est horrible, il est méchant, pas du tout. Donc c'est plutôt le médecin. Mais effectivement, il est quand même lié. Et pourquoi je parle? Donc on a vu un premier aspect de la langue des oiseaux, Ogun, mais on retrouve ce mot exact presque au Japon, le shogun. Et ces mots communs, on les retrouve dans énormément de cultures sous différentes formes, mais le shogun, c'est effectivement le général des armées, le maître d'armes, et quand
je vais l'appeler Wally, cet homme que j'ai rencontré en Jamaïque avec qui j'ai passé du temps. Il est allé au Japon, il a un peu halluciné sur les ressemblances entre les mots et les concepts. Il avait des choses qui venaient de chez lui et qu'il a retrouvées au Japon. C'est fou. Voilà, et parfois au moment. Donc ça, on a vraiment exploré, j'appelle la langue des oiseaux, mais c'est vraiment l'origine des mots. On va plonger en profondeur dans d'où ça vient, les racines phonétiques. On va plus, le langage inclut vraiment cette dimension phonétique. Voilà. Et c'était très important dans un premier temps de s'accorder, de comprendre tout ça parce que je passais des heures avec lui, en face de lui, on était à 1 mètre de distance et je l'écoutais, on s'écoutait parler, on commençait à 7h, 8h du matin et parfois on parlait 11h, midi, parfois 2 fois on a parlé toute la journée. Wow. Donc c'est difficile de résumer Oui, tu m'étonnes. tout ça. Tout un mois en immersion en quelques instants, mais voilà, je donne quelques bribes comme elles viennent là. Donc, les orishas, c'était évidemment une grande dimension à cette exploration-là. Et comment ça me donne envie de te poser plein de questions. Déjà, le Neptune, en fait, pour moi, je l'allie toujours au silence, à tout ce qui est ineffable. Et je trouve ça très intéressant que du coup, tu vois, tu parles du langage et du fait qu'il y a eu besoin il y a eu besoin, en tout cas, il y a eu ces échanges très riches, en fait, pour essayer de pointer du doigt dans la même direction, parce qu'en fait, il s'agit de ça quand on utilise le langage. Ça fait penser à l'opposition, je t'avais dit ça avant que tu partes. Neptune, en fait, est en opposition à Mercure. Mercure, c'est le langage, la pensée, l'intellectualisation. Et donc, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, pour pouvoir concrétiser, matérialiser tout ce qui est neptunien, on va avoir besoin finalement de pointer du doigt dans la même direction. Et là, je trouve que c'est un petit peu ce que tu exprimes avec, avec ces approfondissements du langage. Enfin. Ouais, super. Et alors, tu as dit un mot qui m'intéresse particulièrement, c'est matérialiser. Et ouais, alors, parce que oui, ce profil neptunien, comme j'ai dit, je l'avais vraiment intériorisé, introverti, etc. Mais il a bien sûr un moment besoin de s'exprimer, de se manifester. Et c'était un peu tout l'enjeu de ce que voulait me transmettre Wally. C'est bon, les rêves, c'est super intéressant, force que tu as développée, il y a plein de choses, mais comment est-ce que tu vas le matérialiser, le réaliser dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie vraiment de concrétiser, de créer, de réaliser? Et ça, donc c'est pour ça que c'était un mois finalement où on va beaucoup créer des choses dans la matière. Donc on a réalisé l'installation solaire, la cuisine, les plantes, le jardinage, le langage, comme j'ai dit, et aussi, alors le truc de Wally, c'est de créer du papier. Donc c'était une des formes de contemplation aussi que j'avais pendant ce voyage. Le papier, créer du papier, c'était extraordinaire comme apprentissage, parce que je n'aurais plus le papier de la même façon. Oui, tu m'étonnes. Et tu peux nous expliquer un peu le processus de création, alors comment ça se passait? Ouais. Alors, bon, j'ai beaucoup observé, mais c'était à la fois... j'ai parlé de l'esprit de Ogun, l'esprit du métal, l'esprit de la médecine et de tout ça. Mais il y a évidemment un grand esprit du papier qui régit énormément de choses. Et quand on commence à le contempler, on se dit, waouh, il est partout, les livres, les tickets de caisse, la bureaucratie, rien que d'arriver en Jamaïque, la bureaucratie, on nous fait remplir des papiers, des machins, donc ok, qu'est-ce qui se passe quand je reviens à la graine, à la graine de la création? Et alors, bon, il y a un des principes fondamentaux qu'il transmettait, c'était la simplicité. Vraiment, on fait au plus simple. Donc, il avait simplifié le processus du papier à fond. La matière première, les fibres, donc la base de fibres, la matière première. Et après, c'était très drôle, il montrait deux pots, un blanc et un doré. Il
disais, et il suffit de rajouter aux fibres du lait et du miel. Mais bien sûr, je savais que c'était pas du vrai lait et du vrai miel, mais c'est un peu les images dont il se servait. Et c'était les trois ingrédients principaux, la fibre, le lait et le miel. Et après, au fur et à mesure des jours, j'ai compris ce que c'était ce lait et ce miel. Mais pour eux, c'est milk and honey. Et par exemple, il y a beaucoup de chansons, il y a même des titres de chansons en reggae qui s'appellent Milk and Honey. Oui, Where Milk. Et donc, en fait, je baigne dans cet univers où ils ont tout. Ils parlent avec les mêmes images, les mêmes symboles. Et pour faire du papier, on se sert du lait et du miel que j'avais en tête depuis toujours dans mes musiques, dans les musiques que j'écoutais. Donc là, je l'avais en vrai, c'était très, très, très drôle. Et donc voilà, après, il y a une fois qu'on a fait ce mélange avec beaucoup d'eau, il y a des cadres avec une forme de tamis et on filtre cette eau saturée en lait, en miel et en fibres. Et il reste juste une fine pellicule qu'on fait sécher sur le tamis. Et ça, après, on va le décoller du tamis et c'est le papier. Voilà. Ça, c'est les grandes lignes et on a fait du papier. C'était très, très chouette. Ouais, très, très contemplatif, j'imagine, effectivement. Ouais, extrêmement contemplatif. Et alors, comment tu qualifierais ton rapport? Parce que souvent, en fait, Neptune, les poissons et tout ça, les mots-clés, on va dire que c'est justement onirisme, rêve. Je sais que le rêve est très important dans ton parcours, tu l'as dit. Mais du coup, aussi, en contrepartie, ça va être rapport au réel, en fait. Quel est le rapport au réel? Et par extension, est-ce qu'il n'y a pas une notion de folie aussi, quelque part? Tu vois, est-ce que la frontière n'est pas un peu fine entre... Alors, qu'est-ce que la folie? On pourrait disserter là-dessus, bien sûr, pendant des heures, mais ce sont en tout cas des mots-clés qu'on retrouve beaucoup, tu vois, pour Neptune. Est-ce qu'on n'est pas parfois sur un fil, en fait, entre deux... Voilà, enfin, Tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tout à fait. C'était la folie, oui, elle est très, très concrète. Comment aborder cette expérience? Oui, je pense que j'en ai fait entre guillemets, enfin non pas entre guillemets, la vraie expérience. C'est pas vraiment la folie, mais au cours de mon premier voyage, j'étais tellement dans les rêves, dans mes projections, pas dans la réalité, que c'était une forme de folie, ouais, je pense. En fait, c'était pas vraiment je le vivais pas comme ça, mais ça peut être perçu comme tel par l'extérieur. Et c'est ce qui s'est passé concrètement parce que, en fait, on associe la folie à l'hôpital psychiatrique, on va dire. C'est généralement ce qui se passe quand les gens deviennent fous, et c'est une expérience que j'ai faite. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont fait ces expériences quand les choses sont pas ancrées, pas enracinées, et que les énergies sont fortes. Ça peut être délicat à gérer, et j'ai fait cette expérience pendant une semaine. C'était extraordinaire. J'ai beaucoup appris sur cet aspect neptunien dans un hôpital psychiatrique. J'en parle comme ça parce que c'est vraiment... je suis super ok avec cette expérience, et c'était il y a 10 ans, et comme je dis, c'était vraiment extraordinaire. Par exemple, il y avait des feuilles volantes de la Bible dans cet hôpital, des feuilles comme ça. Et il y en avait qui m'ont particulièrement inspiré d'un livre. Alors, je suis très détaché de la Bible, c'est un livre que j'ai lu, mais que maintenant je rejette, qui m'inspire pas du tout. J'ai rien à voir avec ce livre et avec tout ça. Je respecte bien sûr, mais c'est pas du tout ma culture et tout ça. Mais à ce moment-là, il y avait des feuilles volantes de la Bible, et il y avait un passage dans le livre d'Ézéchiel qui m'a vraiment inspiré. Et j'ai créé ma première chanson
grâce à ce texte de la Bible. J'ai transformé, enfin j'ai presque pris littéralement le texte et j'en ai mis une mélodie dessus. Et c'est que donc la musique, oui, j'ai dit c'est très important pour moi. J'ai pratiqué beaucoup, mais depuis le lycée, je composais beaucoup. Je composais et des instrumentales. J'étais incapable d'écrire un texte, j'étais incapable d'écrire une chanson. Et c'est la première chanson que j'ai écrite, c'était un passage du livre d'Ézéchiel, ce que j'ai lu sur une feuille volante de la Bible dans un hôpital. C'est génial. C'est un déclic. C'est pour ça que je dis que c'est une expérience très forte, c'est parce que elle a contribué à beaucoup de choses et à cette compréhension entre ce rapport folie, sagesse, qui est, comme tu l'as dit, très 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 ténu. Un autre enseignant que je suis toujours depuis des années dans une voie cachemirienne, a écrit un livre qui s'appelle La folle sagesse de la yogini. Voilà, au bout d'un moment, la folie, effectivement, se confond un petit peu avec cette sagesse. Et alors, je vous raconte une anecdote. Ce livre d'Ézéchiel, en Jamaïque, il y a une culture rasta qui est à fond sur la Bible, qui n'est pas la culture de Wali dont j'ai suivi les enseignements, qui est plus la culture animiste, la culture yoruba, la culture des orishas, voilà, qui est complètement autre chose. Mais il y avait bien sûr les Rastas et les Nayabingi qui vivaient à côté, et il y avait ce Nayabingi qui vivait juste à côté, qui s'appelait évidemment Ézéchiel. Là, pendant mon séjour ici. Donc génial, c'est plein de... Ouais. Je n'aurais pas fini si je devais vous raconter toutes les coïncidences, synchronicités et de ce qui s'est passé pendant mon parcours, mais c'est ce genre de choses. Donc clairement, là où on vivait, juste à côté, on entendait les tambours Nayabingi d'Ézéchiel qui résonnaient, qui battaient le rythme du cœur, parce que là-bas, oui, il n'y a qu'un seul rythme, c'est pas compliqué, c'est le rythme du cœur qui joue au percu très souvent. Ouais, c'est génial, c'est beau. Donc voilà une autre petite histoire. Moi, j'ai toujours eu l'intuition que n'était fou que celui qu'on ne comprend pas, en fait. Et je me suis toujours dit que quand j'étais adolescente, j'étais toujours attirée, entre guillemets, par les personnes qu'on qualifiait de schizophrènes ou comme ça, parce que j'avais l'impression que justement, ils étaient dans un ailleurs qui n'était pas moins réel en tout cas que ce réel dans lequel on se trouve tous. Et j'ai toujours eu cette intuition, effectivement, que c'est juste qu'ils avaient accès à d'autres réalités, finalement, qui gravitent autour de la nôtre, enfin en tout cas dans celle dans laquelle on se rencontre aujourd'hui. Mais ça va pas de soi toujours, et c'est vrai que placer le mot folie dessus, c'est plus facile certainement que d'en faire l'expérience. Tout à fait. Et alors, chez nous, enfin je veux dire en Occident, en Europe, il y a une façon très spécifique de traiter la folie, c'est de casser ou de couper, d'arrêter et d'essayer de stopper, de couper l'expérience. Donc c'est généralement comme ça qu'on entrevoit la chose. Parfois ça a été très violent, les électrochocs. Maintenant c'est beaucoup plus chimique, mais on a un rapport avec ça qui est extrêmement violent, oui. Oui, il y a d'autres approches qui sont d'accompagner les processus. Donc c'est ce que je voulais c'est ce que j'ai abordé un petit peu avec cette idée de mouvement. On ne veut pas stopper, casser les états ou les choses, mais accompagner les processus et leur permettre à autre chose d'émerger. Et il y a eu beaucoup de... Comment est-ce qu'on peut accompagner ce processus? Alors il y a, je sais pas, il y a plein de façons, mais il y a Chogyam Trungpa qui est un grand maître tibétain qui est génial parce qu'il est tellement... c'est un des premiers maîtres tibétain qui a amené la culture tibétaine en Occident et le seul premier vrai qui a compris qu'on ne fonctionnait pas pareil qu'eux. Parce que les premiers Tibétains qui ont essayé de nous enseignaient à leur façon, mais c'est deux cultures tellement différentes. En fait, on ne peut pas se rendre compte du grand écart qu'il y a entre la culture tibétaine et la nôtre, entre la culture caribéenne et la nôtre. Tout ça, c'est des énormes grands écarts.
Mais Jürgen Trompa a fait ce lien et a enseigné magistralement le Tibet chez nous. Et à un moment, il a été amené à travailler dans les hôpitaux psychiatriques et il a dit mais ces gens ne sont pas normaux, ils sont pas normaux et vous essayez de les traiter avec des choses normales. C'est pas possible, ça peut pas marcher. Il faut des choses anormales pour traiter des personnes entre guillemets anormales, Mm. donc différentes pour des personnes différentes. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit un hôpital psychiatrique à l'image des personnes qui vivaient dedans, avec des fenêtres qui n'étaient pas droites, des sols qui étaient en pente. Il a tout fait de façon la plus étrange possible et il a eu d'excellents résultats en accompagnant le processus de la folie plutôt qu'en essayant de le contrer en prenant la personne et en essayant de la remettre dans le mood normal. Donc c'est absolument impossible. L'autre image, c'est il y a un poisson, un singe, un éléphant, une girafe, un chat qui essaie de grimper un arbre et quelqu'un qui essaie de juger de la rapidité à laquelle l'animal va pouvoir grimper l'arbre. Donc, bien sûr, il y en a qui sont adaptés à ça, d'autres pas du tout, mais c'est comment vraiment être avec la personne pour s'adapter et à l'accompagner dans son processus plutôt que d'essayer de la faire venir dans notre processus qui va pas du tout lui correspondre. Ouais, c'est génial. Merci pour ces images, c'est ultra parlant. Et puis c'est encore une fois, tu vois, je parlais du langage et du fait d'avoir besoin de pointer du doigt. Et là, on est encore là-dedans. C'est-à-dire pointer du doigt, montrer en fait ce qu'on vit, quoi. C'est très sagittaire aussi, ça. Et c'est ce que j'expliquais un peu dans la vidéo de présentation là, de cet atelier, c'est que le neptunien et le sagittaire sont très en lien. C'est-à-dire que je crois, hein, c'est une intuition à moi, mais que pour manifester en fait le neptunien, on va avoir besoin du sagittérien. Le sagittaire permet d'incarner Neptune en fait. Il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression, qui est en train de se dessiner dans mes observations. Et c'est intéressant justement vis-à-vis de ton profil parce que j'ai un vague souvenir de ton thème que je n'ai pas exprès regardé avant de t'écouter. Et il me semble que, bon je ne vais pas le dire du coup, mais c'est vrai qu'il y a un placement important en sagittaire qui viendrait expliquer que, voilà, en tout cas qui vient conforter cette hypothèse de la manifestation jupitérienne. Enfin bon, voilà. Ok. Alors, je sais pas si. Est-ce que moi, j'ai une petite question aussi. Est-ce que par exemple, le thème, le profil sagittérien, est-ce que ça correspond. Enfin, je sais que c'est pas toujours le cas à quelqu'un qui est sagittaire de signe astrologique. Voilà, il y a une différence entre le profil et le signe astrologique. Hein. Oui. Pour moi, en tout cas, oui. Okay. Le signe astrologique, c'est ce que j'explique toujours. En fait, pour moi, le signe astrologique, c'est le signe solaire. En fait, c'est le signe dans lequel tombe le soleil. Et c'est vrai qu'on fait tout un pataquès autour du signe solaire. Alors que pour moi, dans ma pratique, en tout cas, il est tout sauf central, quoi. Il est vraiment. Ça va être plus une. Ce que je dis à chaque fois, c'est que le soleil, ça va être notre raison de vivre. C'est la raison pour laquelle on se lève le matin. Ce qui va vraiment nous motiver, nous donner de l'élan, en fait. Ça va être de l'énergie vitale en barre. Mais ça va pas être identitaire, on n'est pas notre soleil en fait. Donc contrairement à ce qu'on dit, je suis, moi par exemple mon soleil est en balance, on dit je suis balance, mais pour moi c'est un abus de langage, je ne suis pas balance. Je suis tout le reste de mon thème, mais je ne suis pas balance. D'accord. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Ok, mais... d'accord. Si. Tout à fait. Mais c'est pour dire que, parce que tu parlais du lien entre Sagittaire et Neptune, j'ai un lien, je pense, fort avec les personnes du signe du Sagittaire, mais je ne sais pas si c'est avec des personnes du profil jupitérien, profil Sagittaire, sagittérien. Mais je pense que, enfin, il y a forcément un lien. Mais par exemple, ma compagne est Sagittaire, donc ça va dans le sens de ce lien. Et je pense qu'elle a le profil même Sagittaire, c'est au-delà de parce que son signe solaire est en Sagittaire, mais je pense qu'elle est bien plus que son signe solaire en Sagittaire. C'est vraiment un archétype, pour le coup, un vrai archétype Sagittaire. Ouais. Et par exemple, Wally en Jamaïque, bon, il ne se sert pas des signes astrologiques dont on se sert nous, mais il y a un grand esprit, comme j'ai parlé de Ogun, l'esprit du métal, il y a un grand esprit qui est lié, qui ressemble beaucoup au Sagittaire. Bon, il y a aussi des disparités, mais il y a cette notion d'archer, de visée, de cible,
de chasser, on appelle aussi le chasseur. Mhm. Et je sais que Wally, c'est la lignée directe de ça, de ce Mhm. profil-là. Donc Ouais, comme quoi. il est sûrement très en lien aussi avec ça, et donc avec moi, et ça vient, je pense, confirmer ce Mhm. que tu dis entre le rapport Neptune Ouais, c'est Sagittaire. génial. Ok, cool. Bon, bah, j'ai plus qu'à gratter cette hypothèse et voir les synchronicités qui vont venir alimenter ou pas, du coup, cette hypothèse-là. On va devoir s'arrêter, mais j'ai quand même une dernière question à te poser. Ouais. Euh, En fait, moi, j'ai créé ces ateliers dans l'objectif de montrer aux gens, en fait, comment est-ce qu'on peut concrètement utiliser un archétype, parce on est tous dotés des mêmes archétypes. On va en avoir certains qui sont plus forts, en fait, bien sûr, que d'autres, mais comment est-ce qu'on peut utiliser tel ou tel archétype pour avancer vers un monde de demain enviable? Parce qu'on est dans un moment, là, où c'est un peu, on parle beaucoup d'effondrement, enfin, c'est un peu, voilà, assez pessimiste, l'avenir, la vision en tout cas qu'on peut en avoir. Et donc ce que je voulais faire avec ces ateliers, c'était montrer des exemples concrets, personnifiés, d'archétypes qui œuvrent pour demain et qui le font avec optimisme et qui sont dans une joie de vivre, en fait. Voilà. Donc c'est ton cas. Comment est-ce que comment est-ce que tu abordes, toi, justement, ce demain? Comment est-ce que tu te positionnes vis-à-vis de toutes ces histoires d'effondrement? Enfin, voilà, qu'est-ce que tu fais concrètement, en fait, pour avancer, quoi? Ouais. Très, très chouette question. Merci beaucoup. Pour tout te dire, je pense que je m'en préoccupe pas trop. C'est ça. Et c'est Euh, exactement la réponse que j'espérais, pour être honnête. donc voilà, quel est le fondement, c'est quel est le pas, moi, que je peux faire aujourd'hui Ouais. pour avancer sur mon propre chemin. Et finalement, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour que ça puisse rayonner dans le monde, c'est s'occuper du pas, nous, qu'on a à faire. En tout cas, c'est mon approche. Et bien sûr, le pas qu'on a à faire, parfois il est tourné vers l'autre, il va vers l'extérieur, il va vers le monde. Parfois, c'est un pas qui va vers l'intérieur, mais les deux sont importants pour œuvrer, pour contribuer vers le monde. Donc, c'est pas parce que on a besoin d'aller méditer et si on se dit ah non, c'est pas possible, je suis pas en train de faire ci ou de faire ça ou d'aider ou de tourner vers le monde, mais parfois c'est le meilleur pas qu'on a à faire pour œuvrer. Donc il n'est pas forcément à but humanitaire ou caritatif, je ne sais pas trop, mais finalement c'est peut-être d'un autre ordre de vibration. Donc voilà. Et je suis sûr qu'au bout d'un moment, ça peut rayonner, sur l'extérieur. En un mot, on pourrait peut-être résumer ça au terme acceptation. Alors j'aime beaucoup, beaucoup cette pratique de trouver l'essence, la synthèse, de synthétiser en un mot. Acceptation, est-ce que ce serait je sais pas trop. Peut-être pas acceptation, c'est important, hein, mais je pense qu'il y a un meilleur. Enfin, pour là où que je souhaite exprimer, je pense qu'il y a quelque chose. J'arrive pas à mettre tout à fait le doigt dessus, mais il doit y avoir quelque chose qui soit plus adapté. Acceptation. Moi, j'ai envie de dire passion. Parfait. Ça me va Passion. aussi. Vivre j'essaie de vivre au plus près des passions qui m'animent vraiment. Le pas que j'ai à faire, il est souvent bon quand je suis vraiment en lien avec ce qui m'anime vraiment de l'intérieur. À chaque fois que j'ai essayé de faire quelque chose pour la société ou pour le monde ou pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose, ça l'a jamais fait. J'ai essayé plein de choses dans ce sens-là. Donc le pas, moi, que je trouve qui me convient de faire, c'est celui qui me nourrit vraiment de l'intérieur. Et j'ai, par exemple, ce voyage, je savais que j'allais le refaire que j'allais retourner là-bas et que ça allait être une expérience extraordinaire. Ça a été le cas, mais j'ai fait énormément de pas dans d'autres directions avant de faire ce pas-là. Alors ils sont tout aussi importants, bien sûr, et j'aurais pas vécu ce voyage-là de la même façon si j'avais pas fait tous ces pas avant. Mais ce pas de voyager qui
correspond à qui je suis est vraiment, vraiment fondamental parce que, comme je l'ai dit, on se retrouve à trop. Euh, et ce sentiment-là, vraiment, vraiment fort et ouais, non, c'est peut-être le mot que j'ai envie de partager, hope. Ok, parfait. Ouais, j'aime beaucoup ce terme-là et quand, ouais, se sentir chez soi. Alors après, bien sûr, on peut se sentir chez soi, quel que soit le pas qu'on fait. C'est une des phrases que m'a enseigné Wally. Quel que soit le pas que je fais, je suis chez moi. Et c'est merveilleux ça, d'avoir Oui. cet état où on peut se sentir chez soi partout. Donc voilà, oui, bon. J'ai peut-être un peu digressé, mais j'espère Non, que mais ça répond un peu à c'est ta question. parfait. Et c'est super pour commencer la journée de bon matin. Ça met dans de super énergies. Donc merci beaucoup, Telly, de t'être prêté au jeu. Euh, Avec plaisir. Du coup, il y a l'atelier donc dimanche matin. Je serai à Poitiers, toi aussi, je crois. Donc, si jamais tu veux un moment être là, participer, il y a une heure qui sera dédiée en fait à l'étude de ton thème. Donc, si tu veux être avec moi, c'est possible. Enfin, il y aura certainement des questions. Donc, voilà. C'est pas une obligation, mais si tu es là, c'est chouette aussi, quoi. Bah oui, super. Je pense que je serai là avec grand Ça plaisir pour marche. continuer l'échange et tout ça. Avec grand plaisir. Ouais, parfait. Bon, bah, à dimanche alors. Ouais, à dimanche. Plein de bonnes choses à toi À toi et aussi, à très merci. bientôt. Ouais, bientôt. Salut, Telly, bonne journée.